9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Benjamin Glaise. Et c'est aujourd'hui la journée mondiale contre l'AVC en France. Chaque année, 150 000 personnes sont victimes d'un accident vasculaire cérébral. Ça fait une personne toutes les 4 minutes. Bonjour professeur Pierre Marenko. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes l'un des spécialistes en France de l'AVC, neurologue à l'hôpital Bichat à Paris, cofondateur et président de la fondation Vaincre l'AVC. Vous publiez aux éditions Kéro l'AVC, une histoire de femme. Une histoire de femme parce que les femmes sont plus exposées que les hommes au risque d'AVC. Une Française sur 4 aura un AVC dans sa vie. C'est un homme sur 5 à côté. Comment expliquer une telle inégalité, professeur? À quoi c'est dû? Alors, il y a plusieurs explications. La première et la plus évidente, c'est que les femmes vivent beaucoup plus vieilles que les hommes, et donc elles sont plus exposées à l'AVC. La deuxième est qu'elles ont certaines particularités. Elles sont très exposées, par exemple, à une cause fréquente de l'AVC qui est l'arythmie cardiaque. Cette arythmie qui fait fabriquer des caillots à l'intérieur des cavités du cœur et qui peuvent partir dans la circulation et aller jusqu'au cerveau pour créer ce qu'on appelle un infarctus cérébral. C'est une embolie cérébrale qui bloque une artère du cerveau et qui donne un infarctus. Donc ça, c'est Donc plus de troubles de rythme cardiaque pour elles, d'une certaine manière, c'est ça, en gros. Voilà, ouais. Elles sont plus exposées aux arythmies cardiaques. Elles sont plus exposées également à certaines maladies quand elles sont jeunes, puisque l'AVC peut survenir dès l'âge de 25 ans. Donc c'est une pathologie qui vraiment touche tout le monde. Et ce qui est important de dire aussi, c'est que c'est une pathologie que l'on peut prévenir. C'est-à-dire que 80% des AVC pourraient être évités si l'on prenait les mesures nécessaires et il n'est jamais trop tard pour bien faire. On va revenir justement sur tous les petits conseils que vous pouvez nous donner pour limiter au maximum ce risque d'AVC. 80%, on va revenir sur ce chiffre d'AVC évitable. D'abord, pour continuer de parler de ces femmes qui sont davantage exposées au risque d'AVC, et puis également à des risques d'AVC avec des séquelles plus sévères. Oui, parce que les fameuses arythmies cardiaques donnent les AVC les plus sévères, et donc comme elles y sont plus exposées, elles sont plus exposées à un handicap lié à l'AVC. L'autre point qui fait que les femmes ont un handicap plus important lié à l'AVC, c'est que elles arrivent significativement plus tard à l'hôpital que n'arrivent les hommes. Pourquoi ? Et ça, c'est pas à l'avantage des hommes, car les femmes, quand leur conjoint fait un AVC, réagissent immédiatement. Elles sont très pratiques, appellent le 15 et l'homme arrive très vite à l'hôpital. C'est pas la même chose quand c'est l'inverse qui se produit, c'est-à-dire que les hommes ont plus tendance à dire écoute, repose-toi, ça va aller, non, t'inquiète pas, voilà. Et donc significativement dans toutes les études de par le monde, les femmes arrivent un peu plus tard à l'hôpital. Donc il faut vraiment former les gens aux symptômes de l'AVC et en particulier les hommes, parce que les femmes réagissent mieux. Alors justement, pour les hommes, c'est quoi les symptômes à détecter, professeur Pierre Marenko ? Les symptômes, c'est toujours les mêmes, c'est-à-dire c'est une faiblesse d'un bras ou d'une jambe ou de la face. Ça, c'est le symptôme moteur. Le deuxième, c'est un trouble de la parole, c'est-à-dire la personne n'arrive plus à prononcer les mots, à sortir les mots, ou les prononce à l'envers, par exemple, on parle en verlan. Ça, c'est l'aphasie. Le deuxième, c'est le trouble de la vue, d'un œil ou de la moitié du champ visuel. Le quatrième, c'est un trouble de l'équilibre, c'est-à-dire que d'un coup, on se met à marcher comme une personne ivre. Le cinquième, c'est un trouble de la sensibilité qui touche l'ensemble de l'hémicorps. Et puis, il y en a un autre aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est le mal de tête extrêmement violent, qui est un mal de tête que les gens n'ont jamais expérimenté auparavant. Beaucoup de gens ont mal à la tête, 30% des femmes, 20% des hommes, mais là c'est un mal de tête vraiment spécial qui est vraiment très violent et qui annonce un AVC. Tout ça, ça doit nous alerter et il faut réagir
On le dit, mais c'est important de le redire, il faut réagir très rapidement. Chaque minute compte, professeur. Exactement, chaque minute compte. On a entre 3 et 6 heures. Le mieux, c'est d'intervenir dans les 3 heures, mais on peut aller jusqu'à 6 heures, voire dans certains cas exceptionnels, grâce à l'imagerie, jusqu'à 24 heures. Mais on peut faire quelque chose, c'est-à-dire on peut déboucher l'artère, soit par un médicament qu'on injecte, soit en allant capturer le caillot à l'intérieur du cerveau. Donc ça, il y a des choses à faire, mais c'est une sorte de sauvetage, si vous voulez. Et le problème, c'est que il vaut mieux prévenir que guérir. C'est pourquoi il est très important de se dépister de son risque d'AVC, car si on connaît les facteurs de risque d'AVC, on les traite et on peut éviter l'AVC dans 80% des cas. C'est pourquoi le fonds Vaincre l'AVC a développé un algorithme qui permet en 11 questions, on va sur le site internet vaincrelavc.org, on clique sur Je me dépiste, et là on répond à 11 questions, et sur ces 11 questions, on sait à la fin si on a ou pas un risque d'AVC, et vous recevez sur votre email un compte-rendu détaillé personnalisé qui vous informe sur vos risques et la façon de réduire votre risque de 80%. C'est une évaluation tout simplement, voilà, sur le site de votre fondation. C'est une évaluation pour connaître exactement son risque de faire un AVC, quoi, très concrètement. Exactement, très concrètement, et la façon de savoir comment on peut réduire ce risque, parce que c'est pas le tout de savoir qu'on est à risque, ça au contraire ça fait peur, mais ce qui est rassurant, c'est que on vous dit comment réduire votre risque d'AVC de 80%, et c'est possible. Et ça passe beaucoup par quoi? Par l'alimentation, l'exercice physique principalement? Alors ça passe par tout un tas de mesures comme celle-là, oui, l'alimentation saine, l'exercice physique, ça c'est fondamental. Une femme qui est en transition ménopausique, qui fait de l'exercice physique, comme recommandé par l'OMS, a 50% de risque en moins de faire un AVC ou un infarctus du myocarde par rapport à celle qui ne fait pas d'activité physique. Donc l'activité physique est fondamentale. Quelqu'un qui a un AVC, qui fait de l'activité physique, a 50% de handicap en moins que quelqu'un qui a un AVC et qui ne faisait pas d'activité physique. Donc être en forme physique, c'est très important. C'est important pour le cœur, pour les artères. C'est aussi important pour conserver son capital musculaire pour les vieux jours dont on a tous besoin. Si on veut pas marcher avec une canne, il nous faut des muscles. Bah oui, forcément. Une alimentation plus saine, ça va de soi. De l'exercice physique, c'est quoi? On parle d'une vingtaine de minutes par jour d'efforts un peu intenses, c'est ça? En gros, ça, c'est l'idéal. Ouais. Moi, je conseille souvent d'acheter un vélo d'appartement et de faire 20 minutes de vélo tous les jours avant la douche, mais ça peut être un rameur, ça peut être l'elliptique, ça peut être ce que vous voulez, des longueurs de natation, de piscine. Mais oui, de l'activité physique, c'est absolument essentiel. On sort des Jeux Olympiques, on a vu tout ça, c'est très important. Après, il faut ne pas fumer, oui, ni tabac, ni cannabis. Ouais. Ni tabac, ni cannabis. L'alcool, disons qu'on peut boire entre un verre et 2 verres de vin par jour, maximum. Disons quelques verres de vin par semaine. Voilà. Mais si on va au-delà, à ce moment-là, on est à risque d'AVC, notamment hémorragique. Donc l'alcool, évidemment, faut être modéré, comme on dit toujours. Et puis, il faut avoir un bon sommeil. Le sommeil est très important pour le risque d'AVC ou d'infarctus du myocarde d'ailleurs. Et notamment, il ne faut pas avoir d'apnée du sommeil. Les gens qui sont en surpoids ont souvent un ronflement, une apnée du sommeil, et ça c'est aussi un facteur de risque d'AVC. Si on se réveille fatigué le matin ou qu'on est somnolent dans la journée, eh bien il faut rechercher une apnée du sommeil. Il faut faire attention aussi au stress. Il faut faire attention au stress. C'est compliqué, oui, bien entendu. C'est compliqué. Il faut l'identifier déjà, son stress. Il y a le bon et le mauvais stress. Le bon stress, c'est celui qu'on a tous les matins quand on va faire une émission radio. Là, c'est le bon stress qui vous met en route, ou le bon stress du travail, du quotidien. Mais il y a le mauvais stress qui est le harcèlement qu'on peut avoir au travail, à la maison. C'est la faillite financière, c'est le décès d'un proche ou la maladie d'un proche qu'on accompagne. Voilà, ça c'est le mauvais stress, et il faut essayer de se faire prendre en charge. C'est pas évident de se soustraire
contraire à ce type de stress, bien entendu, mais une prise en charge par un professionnel permet d'améliorer les choses et de diminuer ce niveau de stress. Il y a des médicaments pour ça aussi. Un mot pour conclure rapidement, qu'en est-il des antécédents familiaux? Est-ce qu'il y a une part de génétique dans le risque d'AVC? Il y a une part de génétique, c'est-à-dire que lorsque le père a eu un AVC avant l'âge de 50 ans ou la mère a eu un AVC avant l'âge de 55 ans, eh bien, il peut y avoir en effet une part de génétique, mais ça passe surtout par l'hypercholestérolémie familiale. Ouais. Donc, s'il y a du cholestérol dans la famille, s'il y a de l'hypertension aussi dans la famille, eh bien, il faut d'autant plus se faire tester. Et je voudrais dire une dernière chose, c'est que tout au long de sa vie, il faut connaître ces chiffres de pression artérielle, ces chiffres de cholestérol, ces chiffres de glycémie. Posez-vous la question, est-ce que je me connais mes chiffres? Eh bien, ça fait partie des 11 questions qu'on va vous poser sur vaincrelavc.org qui vous diront si vous êtes ou pas à risque d'AVC. Connaître ces chiffres, c'est déjà les prendre en charge, si vous voulez. C'est la première étape, mais elle est cruciale. Ouais. S'ils sont trop élevés, voilà. Ouais. Et pour une femme, pour revenir aux femmes, il y a 3 périodes pour cela. Il y a la période de prescription de la pilule, la période de la grossesse, la période de la transition ménopausique et de la ménopause, qui sont des périodes fondamentales où il faut faire le point sur son risque d'AVC pour essayer de le diminuer de 80%. On peut le faire avec des mesures simples. Oui, merci beaucoup, professeur Pierre Amarenko, d'avoir été avec nous sur Sud Radio ce matin. L'AVC, une histoire de femme, c'est votre livre publié aux éditions Quiro. Je rappelle que vous êtes neurologue à l'hôpital Bichat, cofondateur et président donc de cette fondation. Vaincre l'AVC, Sud Radio 9h32. On file dans un instant mon prochain invité, spécialiste du couple depuis des années, le couple. Et cette guerre des sexes est-elle déclarée? Jean-Claude Kaufmann va nous le dire juste après ça. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Benjamin Glaise. Sud Radio, la vérité en face, une question, l'homme déconstruit est-il l'avenir de l'homme? Rappelez-vous, 2021, Sandrine Rousseau enflammait les débats en mettant sur le tapis cette notion d'homme déconstruit. Je vis avec un homme déconstruit, j'en suis hyper heureuse, c'est ce qu'elle avait déclaré. Mon invité ce matin est sociologue et il va peut-être le reconstruire, cet homme. On va voir cela avec vous, Jean-Claude Kaufmann. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur Sud Radio ce matin. L'homme reconstruit, c'est le titre de votre nouveau livre aux éditions Buchet-Chastel. Livre sous-titré « Le couple à l'épreuve de la guerre des sexes ». On va se garder la guerre des sexes peut-être pour un peu plus tard. On revient d'abord sur ce titre. Pourquoi souhaitez-vous ainsi reconstruire l'homme? Il a été à ce point malmené par Sandrine Rousseau? Pas seulement par Sandrine Rousseau, par toute l'époque. Et il faut qu'il soit un petit peu malmené, il faut qu'il sorte de son petit confort. On voit qu'il a encore des évolutions à faire. Donc il faut effectivement déconstruire les mauvais réflexes, les vieux réflexes. Mais il est très 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 important pour moi de l'aider à se reconstruire. Seulement le déconstruire, ça va pas nous mener très loin. Ça peut même l'inciter à se replier sur des réflexes encore pires. Il va chercher à se reconstruire. Donc déconstruisons, mais reconstruisons aussi. Ça veut dire que vous allez un peu dans le sens de Sandrine Rousseau. Il faut se déconstruire, mais tout en retrouvant une certaine identité quand même. Non, alors je me réfère pas. ma référence théorique dans le livre n'est pas Sandrine Rousseau. Là, quoi, je fais penser en tout cas. C'est un terme très très compliqué, cette histoire de déconstruction, parce que ça veut dire quoi d'ailleurs? C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé. On mélange beaucoup de choses. C'est en même temps un terme très important et qui nous permet de comprendre l'époque. Mais en gros, pour simplifier, je dirais qu'il y a 2 choses un petit peu différentes. Il y a une grande déconstruction. C'est notre époque d'aujourd'hui. En dehors de la question homme-femme, on vit un changement d'époque radical aujourd'hui. Ça, il faut le comprendre. On passe d'un modèle de société à un autre. Alors, pas depuis hier, mais depuis un gros demi-siècle. Aux alentours, dans l'après-guerre, aux alentours des années 60, notamment le début des années 60, beaucoup de choses ont changé. On passe d'un type de société qui était cadré, qui avait des cadres sociaux, des cadres moraux, des référents, des cadres de vérité collective qui portaient, qui cadraient les individus et qui leur donnaient une identité. Il y avait un sens de la place. Le chemin de la vie était écrit d'une certaine manière. Il suffisait de le suivre. Et on inverse tout ça
pour rentrer on dans avait une une société. forme d'autorité d'une certaine manière qu'on respectait et qui nous permettait de guider une société notre vie. En même temps hiérarchique, des cadres et une hiérarchie des places qui définissaient ce qu'étaient les personnes. C'était la société, alors ça c'était dans la société traditionnelle d'il y a plusieurs siècles, mais aussi dans ce que certains spécialistes appellent la société de la première modernité, qui avait encore des grands cadres collectifs. Et là on rentre dans quelque chose de complètement nouveau, de totalement fou, qui n'a jamais existé dans l'histoire. Une espèce d'utopie du sujet, la personne. Le sujet qui seul va briser tous les cadres. Et le dernier qu'on est en train de briser, c'est l'individu roi. C'est l'individu roi, mais l'individu, c'est même le sujet, la subjectivité plus fort, même que le biologique, que le cadre biologique. Ce qui va être important, c'est le sujet qui dit « moi ». Je suis ça et je vais m'inventer plus fort que tous les cadres. Alors ça, c'est la grande déconstruction. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Il y a des problèmes de société énormes. Est-ce qu'on peut continuer à aller de l'avant, toute voile dehors, vers cette utopie sans risque? Est-ce qu'il ne faut pas y réfléchir, réguler? Et à l'intérieur de ça, il y a la petite, enfin pas la petite déconstruction, mais une sous-déconstruction mise en avant par le mouvement féministe, qui dit que dans les structures anciennes, il y avait le patriarcat, c'est-à-dire un système de domination homme-femme, et le féminisme, ou un certain féminisme, qui dit qu'il faut déconstruire cela, donc déconstruire le patriarcat. Mais ce n'est qu'un aspect de la grande déconstruction. L'idée, c'est de déconstruire le patriarcat sous toutes ses formes, parce qu'il y a plein de formes différentes, quoi. Ça relève plein de réalités différentes. Ah bah oui, alors ça, moi j'aime pas trop le mot patriarcat, parce qu'il y a une définition systémique d'un certain courant du féminisme qui dit que du coup, comme ça existe, tous les hommes sont responsables d'une certaine manière. Alors que moi, je tiens beaucoup à individualiser. Il y a un système qui incite les hommes à avoir encore aujourd'hui de mauvais réflexes, mais tous les hommes ne sont pas les mêmes et à mettre dans le même panier. Il y a des horribles, si je puis dire, hein, et on voit le procès Mazan actuellement. Ouais. Donc là, on voit qu'il y a encore du boulot, il y a du travail à faire pour faire évoluer certains dans le sens de l'égalité entre les femmes et du respect des femmes. Mais il y a plein d'hommes de bonne volonté. Et l'avenir du féminisme, c'est essentiel, c'est de faire alliance. On parle beaucoup d'alliances actuellement en politique, etc. Là aussi, il faut des alliances. C'est essentiel. Si l'homme de bonne volonté est a priori suspecté en tant qu'homme d'être un ennemi potentiel, et alors là, on va vers la guerre des sexes. C'est-à-dire, on va vers un féminisme qui va... Je ne parle pas du radicalisme, de la colère, qui est parfois nécessaire, mais du séparatisme. On va vers un féminisme... C'est le néo-féminisme séparatiste. Oui, alors pas tous les féministes, c'est ce que vous dites, ça que je critique, c'est le fait de ne compter que sur les femmes contre les hommes. Alors qu'au contraire, il faut une alliance, parce que sinon, ce féminisme séparatiste va devenir de plus en plus séparatiste et se méfier de tous les hommes. Et les hommes, et ça on le voit actuellement, vont évoluer vers un masculinisme de plus en plus haineux, voire des fois un petit peu violent. Donc là, il pourrait y avoir les prémices de ce qui serait la guerre des sexes. C'est l'affrontement, en fait, les deux camps qui se mettent potentiellement en place aujourd'hui. Oui. Et plus l'un se sépare de l'autre, plus l'autre va également se séparer et monter en gamme au niveau des émotions mauvaises. On est sur deux courants quand même encore très minoritaires. Est-ce qu'on n'essaye pas de jouer à se faire un peu peur avec cette idée de guerre des sexes ? On est encore sur des courants minoritaires. Surtout, je ne sais pas si on aura le temps d'y revenir, c'est que quand on est dans la vie intime, dans le couple, là on va un petit peu oublier tout ça pour être ensemble. Le couple... Il n'est pas simple aujourd'hui, il y a beaucoup de séparations, etc. Il peut y avoir de la violence à l'intérieur du couple, etc. Mais quand il marche pas trop mal, c'est l'endroit où on répare ses plaies, où on se soutient mutuellement, on se fait beaucoup de bien. Donc là, c'est pas le lieu majoritairement de la guerre des sexes du tout. Mais c'est malgré tout, c'est encore minoritaire, mais c'est une amorce, alors qu'on devrait continuer à aller vers l'égalité. Et c'est le risque
d'un début de marche arrière et d'une situation conflictuelle pour l'avenir. Donc on n'est pas encore là aujourd'hui, mais je dis simplement attention aux évolutions actuelles. C'est-à-dire que le couple, d'une certaine manière, ça peut être la bouée de sauvetage ? Ah oui, alors le terme... Vous le validez pas ? Non, je ne le valide pas. C'est le lieu du rêve, quand même, de la complicité, du réconfort. J'essaie de définir, par exemple, dans mes enquêtes, le portrait robot du conjoint idéal, du partenaire idéal. Alors, pas au moment de la rencontre, parce que le moment de la rencontre, c'est autre chose. On va flasher c'est un moment à part. On va flasher sur un physique, etc., etc. Mais le couple qui s'espère sur la longue durée. Et là, le conjoint idéal, c'est une sorte de thérapeute à domicile. C'est celui qui va faire du bien et qui va remonter le moral. Qui est même, pour le partenaire conjugal idéal, vous avez même toujours raison. Alors que vous n'avez pas toujours raison. Des fois, vous dites des bêtises, des trucs, mais ça fait rien. J'avais, par exemple, dans une enquête sur les repas du soir, il y avait le récit de journée qui avait avec tous les petits malheurs subis au travail, avec le chef de service, tel collègue impossible, etc. On vide son sac. Et on vide son sac. Et le conjoint, là, alors faut pas que ce soit trop lourd et trop répétitif, mais là, le conjoint qui était compatissant, c'est pas possible, il t'a encore fait ça. Et alors là, ça fait tellement de bien. Le conjoint c'est idéal, ça ce qu'on recherche aujourd'hui, principalement ? C'est celui qui restaure l'estime de soi, qui est mise à mal dans la société d'aujourd'hui. On est dans un travail continu pour restaurer l'estime de soi. Et le couple qui marche bien aujourd'hui, c'est celui qui permet de faire cela. On se sent bien, et encore plus, le conjoint aide à restaurer l'estime de soi. Oui, parce qu'on est dans une société où on choisit, on décide de tout en ce qui concerne son identité, et donc on a besoin d'une certaine manière de se raccrocher peut-être à ça aussi, oui, mais à cette estime. Absolument, on doit construire. Aujourd'hui, on se raconte l'histoire de soi-même à partir de tout ce qu'on est en train de vivre, donc c'est un travail identitaire. On construit un petit peu son histoire, son identité, mais non seulement on construit ça, mais il faut y adhérer. Et c'est pas si évident parce que c'est sous le regard de l'autre. Or, aujourd'hui, on est de plus en plus évalué d'une manière un petit peu horizontale. Chacun se donne des bonnes notes et des mauvaises notes. Il faut même réussir ses vacances, par exemple, pour un beau récit au retour au travail en septembre. Et on va critiquer gentiment les amis et la famille sur leur manière d'élever les enfants ou de passer les vacances. Chacun va noter chacun, mais avec ses propres critères. X nous écrase avec ses vacances qui passent aux Maldives dans un club 5 étoiles et on voit qu'il veut nous enfoncer. On l'aime bien, c'est un ami, mais il essaie de nous donner des mauvais points. Mais il est nul, X, parce que c'est pas la bonne vacance d'aujourd'hui. L'empreinte carbone est nulle de ses vacances. Nous, avec notre rando en Ardèche, on se donne plein de mauvais points et on va lui donner des mauvais points. C'est-à-dire que chacun va sous-noter les autres. Systématiquement, d'où un déficit structurel d'estime de soi. On est en travail pour reconstituer cette estime de soi, et le couple va permettre de recueillir cela. Avec toujours cette notion d'identité, elle est centrale dans vos travaux. On va y revenir dans un instant avec vous, Jean-Claude Kaufmann. Je rappelle le titre de votre ouvrage, L'homme reconstruit, sous-titre Le couple à l'épreuve de la guerre des sexes, c'est aux éditions Buchet-Chastel. À tout de suite. 9h-10h, Sud Radio, La vérité en face, Benjamin Glaise. 10h-10, La vérité en face avec Jean-Claude Kaufmann qui est toujours avec nous. L'homme reconstruit le couple à l'épreuve de la guerre des sexes aux éditions Buchet-Chastel. On parlait de cette guerre des sexes qui menace, en tout cas avec d'un côté une forme de féminisme séparatiste. Alors c'est qu'une partie minoritaire du féminisme, et puis de l'autre le masculinisme qui agit en réaction. Là on est sur les tenants potentiels d'un affrontement. Vous l'avez dit, d'une certaine manière, le couple aussi peut sauver, justement, éviter cet affrontement. Et puis, il y a cette notion qui revient toujours dans votre bouquin, c'est cette notion d'identité. On est véritablement entré dans une société identitaire, quoi. Oui, alors c'est dans un autre livre, j'avais commencé à parler d'identité dans un livre et je m'étais posé la question, mais d'où ça vient? Quand est-ce qu'on a commencé à en parler? Donc j'ai mené l'enquête sur cette question-là et j'ai découvert que c'était très récent de parler d'identité.
Alors on en parlait un petit peu avec les papiers d'identité, mais même ça, c'est pas si ancien que ça. C'est Napoléon, en gros, on est passé des registres de baptême à l'état civil. Les papiers d'identité qu'on porte sur soi, c'est encore plus récent. C'est Vichy, c'est 1940, la carte d'identité. Dans le village d'autrefois, il n'y a pas besoin de papier d'identité parce que chacun connaissait chacun. C'est à partir du moment où l'État s'est séparé de la société civile, où c'est devenu plus complexe, qu'il a eu besoin de connaître ses administrés et qu'il a créé les papiers d'identité. Mais ça, c'est pas l'identité, c'est les papiers d'identité, c'est l'identification. À la limite, un seul numéro suffit, numéro de sécurité sociale, pour identifier. Est-ce que c'est ça notre identité? Est-ce que c'est un numéro? Non. Notre identité, c'est autre chose. C'est extrêmement complexe. On a commencé à parler de l'identité personnelle dans l'après-guerre, dans les années 60. C'est là, et là, c'est une explosion dans les années 60-70, crise de l'identité de l'adolescent, qui suis-je, identité culturelle, etc. Une inflation un petit peu du terme. Pourquoi? Parce que dans la société ancienne, dont j'ai parlé, qui était cadrée, il y avait des identités, mais elles étaient données, elles étaient fixes. Aujourd'hui, c'est mis en flottement. C'est-à-dire que bien sûr, chacun est d'une région, d'un pays, a une histoire, a des racines, etc. Mais la fabrication de l'identité, elle est de plus en plus subjective. C'est-à-dire que par rapport à toute cette histoire ou ces histoires, on va fabriquer ce qui est le sens de son existence. Paul Ricoeur parle d'identité narrative. C'est-à-dire, c'est bien, c'est un récit. Alors, c'est pas une grande histoire, je suis ceci, non, c'est des petits, comme ça, dans la tête, des petites bribes, souvent des images. On revit en double tout ce qu'on est en train de vivre pour renouer les fils, pour que ça fasse sens. C'est ce travail un petit peu, on recolle les morceaux éclatés du sens pour que ça fixe le guide de notre existence, pour canaliser l'action. On travaille à notre unification d'une certaine manière. L'identité est au centre de nos sociétés aujourd'hui, ce travail identitaire, quoi. Et on arrive à une extrémité où, même, vous le disiez tout à l'heure, l'évidence biologique, eh bien, elle n'existe plus, elle n'est plus, quoi. On peut changer de sexe à l'état civil. C'est le dernier cadre qu'on est en train de casser. Aujourd'hui, j'ai parlé des cadres sociaux, des cadres de vérité, des cadres moraux. Aujourd'hui, accepter ce qui est interdit par la loi, c'est pas si élargi que ça, eh bien, il n'y a plus de sens du bien et du mal. Chacun le définit lui-même, ce qui est le bien et le mal. Et le dernier cadre, c'est le biologique, c'est-à-dire qu'il y avait au moins ce repère-là jusqu'il y a quelques années, c'est qu'à la naissance, alors des fois il y a une biologie un petit peu incertaine, mais quand même, en gros, on était homme ou on était fille, on était garçon. Ça, c'est un petit repère minimum. Et ça, le sujet veut dépasser aujourd'hui cette dernière limite, d'où un travail identitaire encore plus subjectif, encore plus profond et éventuellement déstabilisateur, quoi, parce que c'est compliqué cette histoire-là. Oui, et puis ça va. Alors, dans une forme, c'est marrant parce qu'on parle de guerre des sexes, mais la frontière entre les sexes n'a jamais été aussi floue qu'aujourd'hui. Ah ben non, mais on va vers la situation où il n'y a plus de frontières, puisque c'est le jeu. Il n'y a plus de sexe, c'est la personne. Et y compris par rapport aux enfants. Ça, c'est un grand débat. Est-ce que l'enfant, c'est un enfant, il a un statut particulier, ou est-ce que lui aussi, c'est une personne qui a ses droits et sa capacité de choix. D'où, pour les parents, le métier de parent est devenu impossible aujourd'hui, parce que si l'enfant est une personne, on va dans sa chambre, c'est le bazar absolu. Les parents ont envie de dire, écoute, franchement, tu vas me faire le plaisir de ranger un peu ta chambre. Et le môme qui dit, c'est mon territoire, je le gère à mon idée. Qu'est-ce qu'ils font les enfants par rapport à ça? C'est un grand débat. Est-ce que Dolto avait dit, le bébé est une personne. Alors si dès le bébé, dès la situation de bébé, il est une personne qui peut être mise à égalité avec les parents, c'est ça, je parle d'utopie, c'est une aventure que nous sommes tous collectifs, nous sommes embarqués là-dedans. On pourrait plus revenir en arrière. Mais jusqu'où on va, c'est ça la question aussi. Mais la question, c'est jusqu'où on va et comment on y va. Et est-ce qu'on peut continuer à aller comme ça sans non pas mettre des limites, parce qu'on est parti, on est embarqué collectivement dans cette aventure, mais en mettant des régulations, d'une certaine manière, en réfléchissant à ce que ça provoque. Parce que ça provoque des crispations et des rejets. La société est en train de se couper en deux. Entre d'un côté ce qu'on appelle des fois les progressistes, c'est-à-dire
toutes ces personnes qui sont embarquées dans cette utopie de la libération du sujet et de la personne, et une partie qui résiste et qui dit non, je veux retrouver un cadre de valeurs, alors d'une manière ou d'une autre, ça peut être dans le traditionnalisme, etc. Chacun, il y a une grande réflexion, mais il y a une coupure en deux, de même qu'il y a le risque de séparation entre hommes et femmes. D'ailleurs, hommes et femmes sont en train de se séparer également du point de vue de l'idéologie. Les femmes qui étaient plutôt du côté de la tradition sont en train de basculer dans le camp du progressisme, alors qu'on voit une évolution inverse du côté des hommes. Il y a un grand changement qui est en train de s'opérer aujourd'hui, avec cette question centrale, cette utopie qui est une utopie de l'émancipation, de la liberté. Pour certains individus, c'est extraordinaire, cette nouvelle société d'aujourd'hui. Pour d'autres, c'est beaucoup plus dur à vivre, c'est une déstabilisation. Un enfer de doute et d'incertitude. D'incertitude, de fatigue mentale, d'insécurité, etc. Il y a deux manières émotionnelles totalement opposées de vivre cette évolution que nous sommes en train de vivre. Merci beaucoup Jean-Claude Kaufmann d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle le titre de votre ouvrage à lire, L'homme reconstruit le couple à l'épreuve de la guerre des sexes. C'est aux éditions Bûcher-Chastel. Bonne journée à vous. Allez, Sud Radio bientôt 10h. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gonzman qui reçoivent Patrick Sébastien. Bonne journée avec Sud Radio.